Les casques bleus français en deuil. 3 nouveaux soldats ont été tués ce matin au sud Liban. Paris saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. Un geste peut-être décisif de Yasser Arafat. Il reconnaît sous condition la résolution 242 des Nations Unies, c'est-à-dire entre autres la reconnaissance de l'État d'Israël. Un seul candidat pour l'UDF au présidentiel de 1988. Les responsables du mouvement remettent de l'ordre dans leur rang. Après la flambée d'hier, c'est l'accalmie sur le front de l'or, mais le métal jaune fascine toujours les épargnants français. Et puis ce jeudi 4 septembre, voici 531 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 470 jours que sont détenus au Liban Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 180 jours de détention pour Aurel Cornéa et pour Jean-Louis Normandin. Et 120 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous reviendrons dans un instant sur la surprise, la déclaration surprise de Yasser Arafat qui dit donc reconnaître sous condition la déclaration, la résolution 242 du Conseil de sécurité. Mais d'abord, 3 nouveaux casques bleus français sont morts ce matin au sud Liban. Un 4e a été blessé. C'est un attentat qui visait très précisément les soldats français. C'est une mine télécommandée qui a explosé sur leur passage. Et voilà du même coup qui a reposé le problème de la présence des militaires français au Liban, même s'il n'est pas question pour le moment de les retirer. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Paris veut que soit revue en profondeur, en détail, la mission des casques bleus. Et la France vient de saisir le Conseil de sécurité pour qu'il se détermine sur ce sujet. Nous allons développer tous ces points dans un instant, mais d'abord l'attentat de ce matin avec François Cornet. Une paire de chaussures de jogging déchiquetées par la charge explosive au bord de l'étroite piste reliant Jouaïa à Cana et les lambeaux d'un t-shirt sur le sol, c'est ici, à moins d'une centaine de mètres de leur cantonnement, que les 4 soldats du 17e régiment du génie parachutiste ont été fauchés par l'engin meurtrier commandé à distance, alors qu'ils effectuaient comme chaque jour leur footing matinal sous la protection d'une escorte motorisée qui les suivait sur le même parcours. Il était 7h15 au Liban, à 12 km au sud de Tyr. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, avait été, semble-t-il, minutieusement préparé. Ses auteurs ont vraisemblablement observé pendant plusieurs jours les hommes du contingent français avant de placer leur charge de TNT, évaluée à une trentaine de kilos. Sur place, le général Jean Ponce, commandant second de la FINUL, estime que la responsabilité de l'attentat doit probablement être trouvée dans l'incident du 11 août dernier, au cours duquel un dirigeant chiite a trouvé la mort en essayant de forcer un barrage français. Ce sont sans doute des extrémistes qui ont commis cette action. Nous allons renforcer encore plus nos mesures défensives autour de nos positions. Cruelle ironie, la mission des 3 dernières victimes était précisément de déminer ces innombrables engins piégés qu'ils ont rassemblés dans leur poste et qui avaient été placés dans la zone contrôlée par la FINUL. Malgré les risques de leur mission, ils n'avaient jusqu'à ce jour enregistré aucune perte et devaient être relevés prochainement par des casques bleus suédois. Des images parfois médiocres, mais nous tenions ce soir à vous les montrer. C'est donc la 4e fois que les casques bleus français sont ainsi la cible de terroristes au sud Liban depuis le début du mois d'août et l'état-major redoutait de nouveaux attentats. Les 1400 soldats français de la FINUL sont devenus ces dernières semaines la cible privilégiée des commandos intégristes du sud Liban. 19 Français ont été blessés au mois d'août dernier. La France n'est pas seule visée. Les forces de l'ONU sont toutes dans le collimateur. La liste des attentats est longue. Ces dernières semaines, une patrouille irlandaise tombe dans une embuscade. Un obus piégé tue un officier et blesse 2 soldats. Le contingent fidjien est attaqué, 2 blessés. Il y a moins de 48 heures, ce sont les Norvégiens qui essuient des rafales de pistolets mitrailleurs. Pas de victimes. Les casques bleus sont devenus un enjeu important de la politique intérieure libanaise. Nabi Berri, le chiite, souhaite avec la majorité des Libanais et la Syrie le maintien de la FINUL. Les extrémistes pro-iraniens, poussés par Téhéran, exigent leur départ sous prétexte que leur présence qui protège la zone israélienne est une entrave à la libération totale du Liban. Ceux qui l'emporteront pour le sort de la FINUL, les modérés ou les intégristes, renforceront considérablement leur influence dans la région. Colère donc et tristesse après l'attentat d'aujourd'hui avec cette phrase des abusés du général Ponce. C'est triste, nous sommes en deuil, il n'y a pas de réponse à un tel crime. Une réponse pourtant, le gouvernement français en attend bien une. Depuis des semaines, il réclamait que soit redéfinie la mission des casques bleus français et autres au Liban. Faute de réponse, Paris a saisi le Conseil de sécurité. Écoutez les explications de Jacques Abouchard qui est à New York. Afin d'y voir plus clair, M. Goulding, secrétaire général adjoint des Nations Unies, se rend dans quelques heures au Liban.
Et un peu plus tard dans la journée, se réunira le Conseil de sécurité afin d'entendre une communication du délégué français Claude de Kemoularia. La véritable question qui est débattue aujourd'hui aux Nations Unies est la suivante. En frappant les soldats français, les extrémistes chiites visent-ils la politique de Paris ou cherchent-ils à atteindre les Nations Unies? En d'autres termes, est-ce que ces extrémistes veulent éliminer les casques bleus du Sud-Liban? Et dans ce contexte, on reconnaît aux Nations Unies que la requête récente de la France demandant une réflexion globale sur la présence de la FINUL au Sud-Liban, que cette requête est plus que jamais d'actualité. Voilà, et puis cette réaction de M. François Poncet, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de M. Giscard d'Estaing, qui estime que la France doit maintenant se dégager de ce qu'il appelle le piège de la FINUL. Le président du Parlement libanais, M. Sami Husseini, souhaite quant à lui le maintien justement de la FINUL au Liban, une force dans laquelle la participation française est selon lui essentielle. Il était tout à l'heure l'invité de François Mitterrand à l'Élysée. Le chef de l'État qui en a profité pour faire connaître sa position sur ce problème. Il souhaite qu'une FINUL plus forte et mieux organisée poursuive sa mission au Liban. M. Mitterrand qui a du même coup réaffirmé l'engagement de la France envers ce pays et envers le Proche-Orient d'une façon générale. Il faut d'ailleurs remarquer qu'il est très exceptionnel que l'Élysée rende ainsi public la teneur d'un entretien tel que celui-ci. Voilà, je me tourne vers vous, Pierre Serra, avec une question. Quelle est la marge de manœuvre de la France au Liban maintenant? Un peu délicate, parce que si vous voulez, le problème est le suivant, c'est que ces gens qui nous tirent dessus et qui veulent qu'on parte, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on parte. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils ont des références, si on peut dire. La référence, c'est qu'ils disent, on a déjà fait partir la force multinationale, après les attentats que nous avons commis en 83, les casques blancs, ben il reste la FINUL, il faut qu'elle parte. Et c'est pas aussi simple, parce que la FINUL, elle a un handicap extrêmement sérieux. D'abord, comme les autres, elle ne peut pas riposter sur le terrain, mais surtout, elle ne peut pas partir, comme les autres, sur simple instruction de Paris, parce qu'elle dépend des Nations Unies. Et c'est pour cela qu'on a appelé les Nations Unies et qu'on demande au Conseil de sécurité de prendre une décision. Là-dessus, il faut savoir que ceux qui veulent nous faire partir veulent d'abord, bien sûr, nous faire partir, mais surtout, en même temps, nous humilier. Et là-dessus, il faut bien se rendre compte que ceux qui nous tirent dessus sont très fermes et se disent par exemple, il faut voir les conséquences qu'ils vont en tirer sur le terrain. L'Iran, par exemple, peut très bien se servir de l'arme psychologique du chantage, comme nous le prouve la cassette bouleversante de Jean-Paul Kaufmann avant-hier, pour faire pression sur la négociation que nous menons avec lui. Et les gens du Sud qui nous tirent dessus sont dans la mouvance du Hezbollah qui est pro-iranien. Donc tout se décide maintenant et c'est ça le problème. Alors, Pierre Serra, cela dit, maintien ou retrait, c'est aussi une question, un choix politique. C'est un choix politique. Alors, effectivement, les déclarations, aussi bien de l'Élysée que de Matignon, à cet égard, sont toujours extrêmement claires et concordantes. On réaffirme que la France, un pays comme le nôtre, ne peut pas ne pas honorer ses engagements internationaux, mais c'est vrai que parfois on peut déceler, en cherchant un peu, une certaine conviction, une différence de conviction entre les propos de M. Mitterrand et de M. Chirac. On ne saura plus sur la FINUL après donc la réunion du Conseil de sécurité. C'est peut-être la grande surprise de l'année sur le front du Proche-Orient. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, vient de déclarer qu'il acceptait sous condition la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était un point essentiel pour un éventuel règlement du conflit israélo-arabe. Une annonce qui est faite, ce n'est pas par hasard, à Harare, au Zimbabwe, où se tient actuellement le sommet des pays non alignés, et une déclaration que rien ne laissait prévoir. Jean-Marc Ilous. En choisissant le 8e sommet des non-alignés pour réaffirmer l'acceptation par l'OLP d'une résolution des Nations Unies impliquant la reconnaissance d'Israël, M. Yasser Arafat a visé plus à réveiller un processus de paix moribond, mais sans fondamentalement changer la position de son organisation. Oui à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a dit le chef de l'OLP, mais, et le mais est important, dans le cadre d'un règlement local du conflit fondé sur toutes les résolutions de l'ONU et non pas seulement sur la 242. La résolution 242 fait obligation aux Israéliens de se retirer des territoires occupés après les conquêtes de 67 sur l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, retrait accompagné d'un règlement juste des problèmes des réfugiés, le tout en échange de la reconnaissance du droit des États existants à vivre en paix dans la région. Jean-Marc, question quand même, est-ce que cette déclaration est nouvelle ou elle est juste par hasard aujourd'hui? Écoutez, d'abord c'est une déclaration qui vient de tomber à l'instant, donc on la découvre pratiquement en même temps que vous. Ce qui est certain, c'est que c'est la première fois que Yasser Arafat dit lui-même, et non pas à quelqu'un d'autre, explicitement, qu'il reconnaît la déclaration 242 des Nations Unies. La fois précédente, c'était en 82, sous les bombes, à Beyrouth, et il avait fait part de son point de vue à un parlementaire américain. Les choses n'avaient pas été complètement élucidées.
Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, comme certainement aujourd'hui, Yasser Arafat cherchait, en acceptant cette déclaration de 142, à renouer avec Washington qui s'y refuse. Mais sur le fond, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait du nouveau. La position de l'OLP, et cela s'est confirmé déjà, n'a pas changé. D'abord, la résolution de 142 parle de réfugiés. Elle ne parle pas de peuple, elle ne parle pas d'État palestinien. D'où l'insistance traditionnelle de l'OLP d'exiger l'application des autres résolutions des Nations Unies, celles votées en Assemblée Générale par exemple, et qui, elles, parlent du droit du peuple palestinien à un État indépendant. Alors, pour l'OLP, et cela reste vrai ce soir, la résolution de 142 n'est pas une résolution miracle. La paix passe par une conférence internationale à laquelle, bien sûr, doit assister l'OLP, ce que ni les États-Unis ni les Israéliens ne sont prêts à accepter dans l'état actuel des choses. Alors précisément pour connaître l'état d'esprit, le climat ce soir en Israël, l'information donc de Yasser Arafat date de quelques minutes seulement. Je propose de retrouver tout de suite au téléphone Charles Anderlin qui est notre correspondant à Jérusalem. Sur le climat donc après cette annonce de Yasser Arafat. La nouvelle est accueillie avec un certain scepticisme à Jérusalem. Avant de prendre position, les porte-paroles officiels attendent bien sûr plus de détails sur la déclaration d'Arafat, mais sans vraiment y croire, car si l'OLP reconnaît effectivement Israël et renonce au terrorisme, l'organisation palestinienne deviendrait un partenaire direct des pourparlers au Proche-Orient, et cela au moment même où Égyptiens, Israéliens et Américains tentent de relancer le processus de paix avant l'alternance à Jérusalem, avant l'arrivée au pouvoir du Likoud, la droite. Je voudrais revenir un instant sur la situation au Liban et plus précisément sur le sort des otages français qui sont détenus là-bas. Avec cette confirmation du vice-premier ministre irakien, les deux opposants expulsés par Paris et retenus à Bagdad peuvent revenir en France quand ils le souhaitent. Vous savez que c'est l'une des exigences des ravisseurs. En politique, le rendez-vous de ce jeudi se tenait au siège de l'UDF pour un bureau politique qui fut tout à la fois rapide et tendu. Il devait clarifier quelque peu la situation devant l'inflation des candidatures pour les présidentielles de 1988. La cause est entendue ce soir, il n'y aura qu'un seul candidat, c'est promis. Commentaire Rachid Arabe et Pascal Guimier. Le président va bien. Monsieur le ministre va bien. Le président, vous allez bien? Apparemment, oui, le président de l'UDF va bien. Jean Le Canuet est arrivé bien avant les autres à la réunion du bureau politique de son parti, histoire peut-être de montrer qu'il est toujours le patron après une semaine de turbulence. François Léotard, qui avait mis récemment en cause le mode d'élection du président de l'UDF, allait-il faire éclater aujourd'hui la famille? Une famille au sein de laquelle les candidatures pour les présidentielles se sont sérieusement multipliées. Aujourd'hui, toutes les tendances de l'UDF sont tombées d'accord pour calmer le jeu. Il est vrai que ce matin même, une réunion plus discrète avait permis de rapprocher les points de vue, comme l'on dit, ce qui explique sans doute la décontraction affichée cet après-midi. 2 heures de discussion et un communiqué bref. L'UDF soutiendra un candidat et un seul aux prochaines présidentielles. Il sera choisi dans les mois qui précéderont les élections, suivant des modalités qui restent à déterminer. À l'issue de la réunion, personne n'a voulu en dire plus. Vous avez un communiqué parfaitement clair, il se suffit à lui-même. Sourire sur toutes les lèvres aujourd'hui, la guerre des chefs à l'UDF n'aura donc pas lieu, du moins pas maintenant. Les lois Chalandon-Pasqua conformes à la Constitution, c'est l'avis du Conseil constitutionnel qui donne ainsi quitus aux 3 lois pénales du ministre de la Justice et de celui de l'Intérieur, avec quelques réserves quand même, notamment le refus d'étendre le régime spécial antiterroriste à ce que l'on appelle les atteintes à la sûreté de l'État. Le Conseil d'État, dans le collimateur du RPR, à quelques jours de l'avis qu'il doit rendre sur le projet de découpage électoral. Avec cette mise en garde de Jacques Toubon, le Conseil d'État est en train de perdre son indépendance. Réaction immédiate du PS par la bouche de François Loncle. Les propos de M. Toubon sont délirants. Alors, pour éclairer ce dossier difficile, nous avons choisi de vous expliquer par le détail à quoi sert l'Assemblée du Palais Royal. Des précisions d'Olivier Lerner intitulées « Conseil d'État, mode d'emploi ». Le Conseil d'État est l'une des plus anciennes institutions françaises créées par Napoléon Bonaparte en 1800. Au Palais Royal, on examine projets de loi et décrets et l'on tranche les litiges entre l'administration et les citoyens. Les conseillers d'État statuent en dernier ressort dans les affaires électorales et fiscales. Ils peuvent par exemple annuler des résultats d'élections parce qu'il y a eu irrégularité ou fraude. Les exemples ne manquent pas ces dernières années. Pour devenir membre du Conseil d'État, il faut en principe sortir de l'ENA, mais le gouvernement se réserve souvent le droit d'y installer ses protégés, quelle que soit leur formation universitaire.
252 juristes veillent à l'abri des passions politiques. Une récompense, un refuge temporaire. Les conseillers d'État ne sont pourtant pas inamovibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment. L'Assemblée générale se réunit une fois par semaine et statue sur les textes les plus importants. Une douzaine de dossiers sont examinés chaque année. 20 000 affaires restent en stock. Trop d'affaires politiques, trop d'hommes politiques. Le Conseil d'État est suspecté de partialité. Mais les juges de l'État se considèrent, eux, au-dessus de tout soupçon. Deux réformes d'importance étudiées au ministère de l'Intérieur. La première touche l'inspection générale de la police des polices qui devrait se voir confier des pouvoirs étendus. C'est la conséquence probablement des dernières bavures. Et puis une autre réforme, c'est la disparition du service des voyages officiels, les VO, qui assurait jusqu'à présent la protection des hautes personnalités françaises, à commencer par le président de la République. Il devrait céder la place à une nouvelle direction aux compétences renforcées. Au Chili, l'arrestation de 140 étudiants après des manifestations à Santiago et à Valparaiso, les deux villes qui sont d'ailleurs tenues ce soir par l'armée. Il faut savoir que le Chili entre aujourd'hui dans une grève générale qui a été organisée comme les précédentes par l'opposition au régime du général Pinochet. Le bilan définitif du naufrage en mer Noire, du naufrage soviétique, 116 morts et 282 disparus. Le capitaine du paquebot soviétique, l'admiral Nakimov, et celui du cargo qui se sont heurtés en pleine mer, ont tous deux été arrêtés. Patrice Velay. Voici les premières images diffusées par la télévision soviétique après le naufrage de l'admiral Nakimov, le paquebot qui a coulé dans la nuit de dimanche à lundi en mer Noire. Près de 400 morts et disparus. C'est une vision de cauchemar qui attendait en pleine nuit les sauveteurs arrivés très vite sur les lieux de la catastrophe. Un garde-côte de 21 ans raconte « J'ai vu des centaines de personnes accrochées à des bouées de sauvetage, à des radeaux de fortune. D'autres criaient et se débattaient pour ne pas couler. » L'intervention des gardes-côtes a permis de sauver 836 passagers. 262 sont toujours portés disparus. Sur les causes de la collision, la commission d'enquête estime que les deux capitaines n'ont pas respecté les règles de sécurité maritime. Ils sont aujourd'hui arrêtés. L'enquête déterminera leur niveau de responsabilité. Quand l'or joue les vedettes, cela nous vaut quelques jolies flambées. Témoin ce qui s'est passé hier avec un brusque coup de feu sur le métal jaune. La preuve que le lingot pèse toujours bon poids dans les économies des Français. Aujourd'hui, le climat s'est rafraîchi autour de l'or qui a perdu 1000 francs au kilo. Au lingot donc, et Pierre Méritiaville nous dit maintenant si la partie de yo-yo va se poursuivre. L'or est un métal très lourd, très mou et parfaitement stérile. Pour gagner de l'argent avec, il faut bien entendu le revendre plus cher qu'on ne l'a acheté, à condition que la différence soit supérieure à l'inflation pendant la période où on l'a conservé et aussi aux taxes, 7%. Par exemple, si vous revendez aujourd'hui de l'or que vous avez acheté il y a un an, pour ne rien perdre, il faudrait qu'il ait monté de 8 ou 10%. Or, il ne l'a pas fait. À plus forte raison, sur une plus longue période, la hausse d'hier est bien loin de compenser 5 années de baisse ou de stagnation. En fin de compte, aujourd'hui, l'or a cessé de monter, il est resté sur ses positions. Est-ce qu'il y a tout de même une chance pour que cela monte durablement? Une question difficile à répondre. Je ne crois sincèrement pas que nous soyons au début d'un gros démarrage de l'or. Les conditions ne sont pas toutes réunies. Pour vraiment que l'or monte, il faut que l'inflation reparte réellement. Elle pointe le bout de l'oreille, mais enfin, je ne crois pas que ce soit suffisant. Les troubles en Afrique du Sud existent, le dollar remonte. Il y a tout un faisceau, si vous voulez, qui fait que l'or est probablement en train de se réveiller. Pour moi, c'est un coup de gong. L'or existe. Peut-être y a-t-il un changement de mentalité où l'on retourne vers la valeur refuge après une longue période de baisse, ce qui semblerait tout à fait logique. L'or se réveille. Je pense qu'il faut s'y intéresser en se disant que va-t-il se passer? Il y aura peut-être de l'argent à gagner, alors surveillons ce marché de très près. Ceux qui en ont ou ceux qui en achètent espèrent donc que l'or va monter à moyen terme. Mais pour qu'il monte, en résumé, il faut espérer une tension accrue en Afrique du Sud, ou même une tension accrue sur le plan international, ou un retour d'une inflation forte. Il n'est pas sûr que tout cela soit souhaitable. Des changements dans votre portefeuille à partir du 15 septembre. 4 billets de banque retirés peu à peu de la circulation. Il faudra s'y faire. Mais pas de nouvelles coupures en perspective. Simplement, peut-être vers le mois de novembre, une petite pièce. Sur les futurs disparus, des précisions avec Ève Mettet. Regardez-les bien encore une fois. Le 100 francs à l'effigie de Corneille, créé en 1964. Le 50 francs Racine, qui date de 1962.
le 10 francs Voltaire de 1963 et le 10 francs Berlioz lancé en 1972. Ces billets n'auront plus cours légal à partir du 15 septembre. Cela veut dire que les commerçants ne seront plus obligés de les accepter. Si vous en détenez, vous pouvez les échanger auprès de n'importe quelle agence bancaire jusqu'au 15 décembre, au-delà et sans limitation de durée, au guichet de la Banque de France. Pour celle-ci, c'est une opération de routine. Toutes les coupures sont renouvelées régulièrement pour lutter contre la fausse monnaie. Pendant une période transitoire, la Banque de France substitue progressivement les nouveaux billets aux anciens qui passent par ses guichets. Elle leur retire ensuite leur cours légal lorsqu'ils restent en faible quantité. De 9, le nombre de coupures françaises tombe donc à 5. Reste le 20 francs de Bussy, le 50 francs Quentin de la Tour, le 100 francs de la Croix, le 200 francs Montesquieu et le 500 francs Pascal. Première conséquence, une simplification. Désormais, une seule effigie correspondra à une valeur donnée. Deuxième conséquence, c'est la disparition des billets de 10 francs. Outre la pièce de bronze actuellement utilisée, le gouvernement annonce la création pour le mois de novembre d'une nouvelle pièce de 10 francs. Elle aurait le format et la couleur d'une pièce de 50 centimes, mais serait 2 fois plus épaisse. Oui, l'information nous ramène vers le terrorisme avec cette dépêche que l'on vient de m'apporter qui m'apprend qu'un engin explosif a été désamorcé tout à l'heure dans une rame du RER à Vincennes. C'était un engin explosif composé quand même de 13 pains de plastique et d'un détonateur. Il n'y a ni dégâts ni victimes. Apparemment, c'est le conducteur de la rame qui a été alerté par une légère explosion suivie d'une fumée s'échappant d'un wagon. Donc l'ensemble de la charge a été désamorcé. Pas de victimes, mais quand même donc une charge dans un RER à Paris. C'est demain que commence la grande campagne de lutte contre les criquets qui ont envahi l'Afrique. C'est une véritable catastrophe qui a ruiné des campagnes entières et qui mobilise depuis quelques semaines des organismes qui sont venus du monde entier. Une véritable opération de guerre, un bombardement d'insecticides avec une inconnue quand même, le temps qui pourrait remettre tout en cause. Il faut savoir que c'est la saison des pluies en Afrique. Un reportage de Pierre Rossol, un commentaire Jacques Violet. Voici le paysage de désolation que laisse derrière lui un vol de criquets. Un essaim qui peut compter jusqu'à 2 milliards de bestioles et s'étendre sur 10 km² détruira en 24 heures 4 à 5 000 tonnes de feuilles, d'herbes et de végétaux. Les ravages des criquets concernent tout le continent africain. Le gouvernement sénégalais, aidé par les organisations non gouvernementales et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui coordonne la lutte, organise cette année une opération de pulvérisation de pesticides sans précédent. Des tonnes de produits sont déjà arrivées à Dakar, du malathion, d'une efficacité redoutable sur les larves de criquets et surtout sans danger pour les populations. Les États-Unis participent à l'opération avec 4 avions équipés de rampes de pulvérisation sous les ailes et de réservoirs spéciaux de 15 000 litres. Ces avions qui débuteront leurs opérations demain vont opérer à 4 à la fois en formation, qui vont laisser tomber le produit sur une largeur d'à peu près 800 mètres chaque passe. Pour être efficace, cette première pulvérisation se fera à 80 mètres seulement du sol. Les 4 avions couvriront 80 000 hectares par jour. Il s'agit de détruire les larves avant qu'elles n'éclosent, c'est-à-dire avant le 15 septembre. D'autres opérations suivront avec des pulvérisations au sol pour empêcher l'accès des criquets aux récoltes. La survie des économies africaines passe par la destruction de cette invasion effrayante. Une image vraiment très étonnante maintenant, celle d'un des plus vieux animaux de notre histoire. Il s'agit d'un poisson, le sélacanthe, qui est considéré comme un véritable fossile vivant. Le sélacanthe qui serait, à sa façon, l'ancêtre des hommes. Sur notre grand-père à tous, voici le commentaire de Patrick Esther. Un poisson adipeux qui vivait il y a 130 millions d'années au large du Brésil, de la Grande-Bretagne et du Liban. On le croyait disparu à la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années. Mais ce poisson s'était en réalité réfugié vers les grandes profondeurs. 1,50 m de long, 70 kg, c'est un proche parent des ancêtres directs des vertébrés. C'est donc un peu notre ancêtre qui évolue devant vos yeux.
Coup d'envoi demain du rallye des 1000 lacs. C'est l'un des musts du championnat du monde des rallyes automobiles. C'est aussi l'un des plus difficiles et c'est probablement là que se jouera la première place du championnat. Commentaire Dominique Leglou. Les 1000 lacs, ça pourrait aussi bien s'appeler les 1000 bosses. Sur des routes de terre et de gravier souvent humides, les voitures passent presque plus de temps en l'air que sur le sol. Et quand elles retombent, eh bien, ce n'est pas toujours simple. Il faut choisir le bon braquage. La moindre erreur de note est fatale. Les sorties de route fréquentes. On comprend dans ces conditions toute l'angoisse de Jean Todt, le patron des 205 Turbo 16. Vainqueur l'an dernier au 1000 lacs avec Timo Salonen, Peugeot devenait pour la première fois champion du monde des rallyes. Et si Peugeot remporte le 1000 lacs 86, eh bien Peugeot est champion du monde pour la deuxième fois de suite. Mais il faut le gagner ce rallye. L'an dernier, la Sport Quattro avait faiblement résisté au Lion Peugeot. Lancia avec sa vieille 038 comptait les points. Cette année, en revanche, avec la nouvelle Delta S4, Lancia est l'adversaire numéro 1. Lancia, vainqueur du Monte Carlo et du rallye d'Argentine avec Massimo Biazione. Pour défendre les chances italiennes, Marco Allen, le Finlandais, 4 fois vainqueur des 1000 lacs, mais qui n'a plus gagné depuis le Corse 1984. Callier, Gröndel et Mikael Eriksson, 2 Suédois. En face, pour Peugeot, Stig Blomqvist, le seul étranger vainqueur en Finlande. Et bien sûr, l'habituel tandem finlandais, Juha Kankkunen, promis en Suède, à l'Acropole et en Nouvelle-Zélande, et Timo Salonen, un peu endormi cette saison, mais qui aimerait conserver son titre honorifique de Finlandais volant. Plus important peut-être qu'un titre de champion du monde, tout du moins lorsqu'on est Finlandais. Voilà une météo tout en or maintenant avec Brigitte Simonetta qui est là. Ouais, et moi je me suis mise tout en noir. Et oui, on est tenté de dire vivement demain parce que c'est vrai, l'amélioration se confirme. Alors attention, c'est une beauté froide, en ce sens que la nuit et la matinée prochaine seront fraîches, alors que l'après-midi tout s'arrangera. Jetons un coup d'œil sur la photo satellite pour le plaisir de constater que l'anticyclone est vraiment là. Je vous rappelle que sur cette photo, plus la France est sombre, plus le ciel est clair. Il y avait quelques résidus nuageux aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. Alors c'est extrêmement simple, sur notre carte, le matin, des brouillards sur le nord et l'ouest, l'après-midi du vrai beau temps partout et des risques orageux en fin de soirée. Et les températures maximales, donc celles que vous aurez aux environs de 16 heures, seront en hausse, de 19 à 24 degrés sur la moitié nord, de 24 à 30 degrés sur la moitié sud, maximum à Nîmes. Résultat, demain, ce sera le 5 septembre, vendredi, le soleil se lèvera à 7h14, se couchera à 20h24, 4 minutes de soleil en moins, et ce sera la Sainte Raïssa. Avant la Sainte Raïssa, vous aurez eu le droit à un dernier journal. Ce sera ce soir avec Bernard Pradino aux environs de exactement à 23h28 minutes et 50 secondes si tout va bien. Bernard Pradino donc pour le dernier journal et puis demain matin à 6h45 pour la Sainte Raïssa, vous retrouverez William Lémergie, c'est Télématin. Bonsoir, à demain 20h.